Une visite tous les 2 mois à Dori semble être à l'agenda du chef du gouvernement. Dans la ville de célébration de la fête de l'indépendance 2013, le satisfait se dégage à l'issue de ce mois de juillet. 35% du taux d'exécution contre 2% constaté lors de la dernière visite dans le chef-lieu du Sahel. Déjà en route pour les élections sénatoriales, le CDP mobilise ses troupes et galvanise ses candidats. Le rendez-vous du 28 juillet doit répondre à un mot d'ordre, la cohésion au sein du parti comme facteur clé d'une majorité au Sénat. Et puis, affaire Snowden, toujours à la une de l'actualité internationale, l'ex-agent américain a formulé une demande d'asile temporaire auprès des autorités russes, une perspective déjà rejetée par Washington. Madame, Messieurs, bonsoir. Tout porte à croire que Dori, dans le Sahel, sera au rendez-vous du 11 décembre, du moins sur le plan des infrastructures, cité des forces vives et voiries comprises. C'est l'espoir suscité au vu de l'évolution des chantiers en cours. Le taux d'exécution de 2% a vite fait place à 35% en l'espace de 2 mois. Le Premier ministre, de retour sur ses pas à Dori, a salué la progression des travaux et invité les acteurs à appuyer sur l'accélérateur pour honorer le rendez-vous de décembre prochain. Lors de la dernière visite du chef du gouvernement à Dori en fin mai dernier, le taux d'exécution des travaux était estimé à 2%. Un mois et demi après, le moins qu'on puisse dire est que l'avancée est significative, surtout au niveau de la cité des forces vives où il y avait beaucoup plus d'appréhension. Un taux de 35% d'occupation et sur les 35%, il y a 13 qui ont tollé. À 16 qui sont au niveau de chaînage. Maintenant, le reste sont au stade de soubassement. Nous pouvons affirmer, au regard de l'évolution actuelle, que les taux d'exécution sont appréciables. Nous avons 4 chantiers en activité et les taux d'exécution physique vont de 21% à 41% pour des délais consommés de 47%. Les autres grands chantiers visités par le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne, la salle polyvalente de spectacle, la voie du défilé, l'aire de la tribune, la piste d'accès à l'aérodrome, l'hôtel Bourgou-Sébi. Entre notre dernier séjour ici et puis aujourd'hui, il y a eu de l'évolution sur l'ensemble des chantiers. Et nous sommes actuellement en train de terminer les routes bitumées. De façon globale, je pense que le niveau d'avancement des travaux est satisfaisant et je crois que la saison des pluies va ralentir légèrement donc, les délais, mais je pense que dès fin septembre, les travaux vont reprendre et je n'ai pas d'inquiétude que, en tout cas, d'ici fin novembre, l'ensemble des routes que nous avons prévues de bitumer ou bien de renforcer soient prêtes. Satisfaites également de cette bonne progression, les autorités communales qui sont eux aussi au four et au moulin pour que leur ville offre un beau visage à l'occasion de ce 11 décembre qu'elles ont l'honneur d'accueillir. Même s'il y en a qui avaient eu du retard, le fait est que ce retard semble avoir déjà été rattrapé et que par conséquent, il n'y a pas d'inquiétude que le moment venu, fin novembre, début décembre, tout le monde semble dire maintenant que nous serons au rendez-vous. À l'issue de la visite des chantiers, Luc Adolphe Thiao a tenu à rencontrer l'ensemble des acteurs pour faire le point et envisager des dispositions afin de minimiser les contraintes. Pour le comité national d'organisation, la progression est satisfaisante et à cette allure, l'espoir est permis. Prochaine visite du chef du gouvernement le 13 septembre prochain. Et face aux forces vives du Sanguier, le Premier ministre a aussi parlé réalisation d'infrastructures éducatives, sanitaires, hydrauliques et routières, des priorités de développement de la province consignées dans un document cadre soumis à l'amendement des élus, des leaders politiques et des forces vives du Sanguier. Le bilan des promesses de campagne déjà exécutées était l'un des centres d'intérêt de cette rencontre tenue ce matin à Réau. Aboubakar Sagnon.
Réunis autour des leaders politiques et des élus, les ressortissants du Sanguier discutent des projets de développement de la province. Les axes prioritaires de ce développement, confinés dans un document cadre, ont été présentés à l'assistance. Ils se résument à la réalisation de barrages, d'écoles, de centres de santé et de routes en fonction des besoins des différentes communes. L'électrification, la construction de marchés et de périmètres aménagés y figurent également en bonne place. Ensemble, ils ont examiné et amendé le document afin d'y intégrer tous les aspects qui concourent au bien-être des populations. J'ai saisi l'occasion pour dire qu'aujourd'hui, nous ne travaillons plus pour le CDP. Nous travaillons pour l'ensemble des fils et des filles du Sanguier, quel que soit le parti pour lequel ils ont voté. Et j'ai souhaité que nous puissions ensemble travailler pour que les projets que nous avons donc initiés puissent aboutir. Ce n'est pas au gouvernement de réaliser les besoins exprimés, tous les besoins exprimés par les populations. Le gouvernement n'aura pas les moyens de tout le faire. Ça veut dire que chaque personne, chaque structure, chaque entité peut apporter sa contribution. La rencontre a également servi de cadre pour faire le point des promesses de campagne déjà mises en œuvre et contenues dans ce référentiel. Le terrain de l'essor socio-économique des 10 communes du Sanguier est donc balisé, une satisfaction pour les populations. C'est un tableau de bord pour tous les maires, pour toutes les populations, tous les leaders, et il nous revient chacun, à travers nos relations, à travers nos capacités de mobilisation, donc de trouver les moyens pour aider à concrétiser les actions qui sont contenues dans ce document. Au fur et à mesure que ce programme va être mis en œuvre, va être déroulé, c'est sûr que l'impact va être immédiatement ressenti par les populations en termes d'infrastructures qu'on va pouvoir déjà mettre en exploitation. Au plan purement politique, Luc Adolphe Thiaw a invité l'ensemble des camarades et des conseillers municipaux du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, à créer l'union sacrée autour des candidats désignés par le parti pour les élections sénatoriales du 28 juillet prochain. La culture, pan essentiel du développement, n'a pas été occultée. Les membres du comité provisoire d'organisation de la première édition du festival Liolo et Nouni du Sanguier, dont la date n'a pas été précisée, ont été désignés. Justement, le CDP, déjà dans le starting block pour les sénatoriales du 28 juillet prochain. Ce matin, à Ouagadougou, le bureau exécutif national a rencontré les candidats du parti au poste de sénateur. Une rencontre pour galvaniser les troupes en vue d'asseoir la domination du CDP sur le Sénat. Et le mot d'ordre donné aux militants est cohésion et unité du parti comme gage de victoire. Maxime Zongo. Au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ils étaient 208 candidats à la candidature au sénatorial du 28 juillet prochain. Finalement, ce sont 78 candidats qui ont été retenus, 39 titulaires et 39 suppléants. Au terme de la phase de sélection, les premiers responsables du parti ont tenu à convier les candidats pour une mise au point. Partant du fait qu'il s'agit d'une compétition électorale, l'esprit qui a guidé le choix des candidats du parti a été celui de la constitution gagnante tout en tenant compte des spécificités régionales et des défis à relever. Le mot d'ordre maintenant, selon les membres du bureau exécutif, la cohésion et la solidarité au sein du parti, une condition nécessaire pour une large victoire. Pour réussir donc le pari de la mobilisation, les premiers responsables du parti ont estimé qu'il était bon de doter les militants et les militantes des méthodes qui gagnent. C'est ainsi qu'ils ont mis cette rencontre à profit pour exposer sur les stratégies de campagne et les bonnes conduites à respecter. Le Sénat, son contenu et ses enjeux étaient également l'un des thèmes qui a fait l'objet d'une communication.
Le Congrès pour la démocratie et le progrès maintient donc le cap en direction de la mise en place du Sénat, une position réaffirmée ce vendredi au cours d'une conférence de presse destinée à faire le bilan de la marche du 6 juillet dernier organisée par le CDP et ses alliés. Un franc succès pour le secrétariat exécutif national du CDP qui s'est aussi prononcé sur d'autres sujets comme celui relatif à la vie chère. Compte rendu Pélagie à Savadougou. Le secrétaire exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, entouré des représentants des partis de la mouvance présidentielle. Assimi Kwanda dresse le bilan de la marche du 6 juillet dernier. Il félicite et remercie toutes les couches sociales qui ont pris part à cette marche-meeting à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Je voudrais faire une mention particulière aux femmes qui ont répondu massivement à l'appel et ont montré combien elles étaient attachées à la paix et à la démocratie. La jeunesse s'est mobilisée pour que son avenir se passe dans la sérénité. Le secrétaire exécutif national du CDP a réaffirmé l'engagement de son parti pour la mise en place du Sénat et l'approfondissement de la démocratie. L'évolution politique de notre pays indique que face aux mutations démocratiques qui exigent des engagements sincères et responsables, ceux qui choisissent de ne rien choisir sont ceux-là qui demain sont ou seront les bénéficiaires et les véritables défenseurs de ce qu'ils ont vilipendé hier. Et pour le Sénat, il en sera ainsi, hélas. La question de la vie chère a été aussi abordée lors de cette conférence de presse. Le parti de la majorité salue à sa juste valeur les revendications visant à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il salue le gouvernement pour les mesures déjà entreprises dans ce sens et l'invite à renforcer les actions contre les hausses anarchiques des prix des produits de première nécessité. Le secrétaire exécutif national du CDP précise que son parti reste ouvert au dialogue pour la consolidation de la paix et l'ancrage de la démocratie. Voilà qui concrétise l'engagement du Burkina vers l'énergie solaire, une usine d'assemblage d'applications solaires à Ouagadougou, une première unité industrielle de plaques solaires, fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan. 10 MW d'énergie électrique sortiront de cette usine pour accroître l'offre en électricité à moindre coût. Jacques Lamissa, Tarpaga. C'est la première unité d'assemblage des applications solaires d'Afrique de l'Ouest qui s'installe à Ouagadougou. Cette usine est née de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. Avec une production annuelle de 10 MW, l'usine offre au Burkina Faso une véritable alternative en matière d'énergie. C'est un grand pas que le Burkina fait parce que ce soit dans la SCAD, le programme présidentiel, une part importante est réservée à l'énergie solaire. Et le gouvernement, en janvier 2013, a pris une décision de défiscaliser l'ensemble du matériel solaire. Aujourd'hui, nous venons d'inaugurer une usine d'assemblage de panneaux solaires photovoltaïques. Et je pense que c'est bon pour le Burkina Faso. Pour Taïwan, cette unité industrielle devra favoriser le transfert de technologies. Ce projet est porté par l'entreprise Speedtech Energy pour la valorisation du soleil burkinabé. Burkina, c'est un pays abondant de soleil. Hein? Il ne faut pas gaspiller ça. Et surtout, comme l'administrateur a dit tout à l'heure, au Burkina, il y a un grand manquement d'électricité. Donc, on voudrait faire venir cette technologie solaire photovoltaïque et d'aider le gouvernement et la population burkinabé de pouvoir bénéficier davantage de services taïwanais pour améliorer leurs conditions de vie. En matière de promotion de l'énergie solaire, les relations Burkina Faso-Taïwan ont permis l'installation de lampadaires solaires dans plusieurs villes, des plaques solaires au ministère de l'Environnement et à la présidence du Faso. Il est prévu dans les prochaines actions des installations solaires au ministère de l'Énergie et au Premier ministère.
Ouagadougou, capitale des deux roues, s'enrichit d'une nouvelle marque de moto, Hero, c'est son nom. La marque est de l'entreprise Hero Motocorp qui s'installe au Burkina. Les produits de cette entreprise de fabrication d'engins à deux roues seront commercialisés sur le marché national à travers la Société africaine de cycle. La cérémonie de lancement avec Nicolas Zigani. C'est un début d'implantation sur le continent africain pour Hero Motocorp, fabricant d'engins à deux roues. Après le Kenya et la Côte d'Ivoire, cette entreprise est aujourd'hui présente à Ouagadougou. Au-delà de la commercialisation de ces produits, ce sont de nombreux emplois qui seront créés et des opportunités d'affaires pour les opérateurs économiques burkinabés. Nous sommes là pour soutenir le secteur privé. À cette occasion de l'inauguration et de l'entrée sur le marché d'une nouvelle marque et partager avec vous cet événement qui marque une étape majeure dans le développement du secteur des deux roues, dont l'ambition d'une entreprise, c'est d'être présent dans la sous-région, notamment au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Je vais aussi saluer ce bel exemple de réussite, car c'est une dimension sous-régionale, parce que ça va permettre aussi l'exportation en dehors du Burkina Faso. Pour le vice-président de Hero Motocorp, le continent africain est un marché stratégique. De ce fait, il envisage fournir des produits pratiques et économiques pour convaincre la clientèle. Les produits de Hero Motocorp seront commercialisés au Burkina à travers son allié, la Société africaine de cycle. La vie des motos et des véhicules et même celle des usagers dépendent en partie de l'état des routes. Au nombre des facteurs dégradants des voies, leur surcharge. Désormais, dans la commune de Ouessa, dans le sud-ouest, la station de pesage joue aux gendarmes dans la protection des routes. L'infrastructure qui a coûté plus de 600 millions de francs CFA a été inaugurée ce vendredi. Abdoul Rasmanizongo. C'est un acte matérialisant l'inauguration de la station de pesage de la commune rurale de Ouessa dans le Yoba. Nous sommes au sud-ouest du Burkina Faso, frontalier avec le Ghana par exemple. Cette infrastructure, d'un coût de plus de 600 millions de nos francs, comprend une voirie, des bâtiments et des équipements spécifiques de pesage et de gabarit. La station contribuera à fluidifier le trafic, mais surtout à minimiser énormément la surcharge, une pratique qui handicape la route du développement et même le développement de la route. Et il nous faut protéger nos routes contre les surcharges. Parce que les surcharges dégradent de manière précoce nos voies qui sont réalisées à coût de milliards. Donc, le fait que nous ayons ce poste de pesage nous permet de protéger nos routes dans la mesure où si un véhicule a une surcharge, il y a infraction, il y a pénalité. Au besoin, on le retourne, tout ça pour protéger nos voies, leur donner une meilleure longue durée de vie. Le maire de la commune rurale de Ouessa donne son sentiment. Tous ces véhicules qui passent par là, à partir du Mali, à partir des autres villes du Burkina, donc c'est le flux routier qui va être renforcé. Et nous pensons en tout cas qu'avec cette inauguration-là, nous aurons la chance d'avoir davantage de possibilités pour les populations, surtout les jeunes qui ont besoin de travailler. Et là, c'est une ouverture qui va leur être donnée. Ça va changer beaucoup de choses. Bon, moins d'accidents. Bon, les goudrons, ça se gâte. Bon, tout ça, bon, il n'y aura plus ça. Si on change le poids normal, bon, c'est bien. Cette station de pesage facilitera la desserte interne et externe du Burkina Faso, un pays de transit, mais également contribuera à la réduction des coûts de transport et surtout à la préservation du patrimoine routier. La préservation du patrimoine auto de l'État est aussi la préoccupation du ministère de l'Économie et des Finances à travers la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. Ce matin, c'était la traque des utilisateurs illégaux des véhicules de l'État à Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou. 15 véhicules ont été appréhendés, moins que la saisie opérée en 2012. Constat avec Moumouni Soubeiga. C'est la première opération de contrôle en 2013.
Avec le soutien des forces de sécurité, le parc automobile de l'État traque les utilisateurs illégaux des véhicules de l'État. À Ouagadougou, les carrefours et les grands axes de la ville ont fait l'objet de contrôles ce samedi 13 juillet. Avant la fin de l'opération, 5 véhicules venaient d'être saisis et parqués au camp CRS, 3 véhicules à la gendarmerie nationale et 5 à la police municipale. Depuis ce matin, nous n'avons pas rencontré de difficultés et vu l'état de l'opération passée, nous étions à 11. Aujourd'hui, si nous sommes à 5, nous pouvons dire qu'il y a eu une amélioration nette. Les gens, de plus en plus, prennent conscience qu'ils ne peuvent plus utiliser impunément les véhicules de l'État. Si je prends pour exemple, l'année passée, on était à un peu moins d'une dizaine de véhicules en une journée, mais aujourd'hui, nous sommes seulement à 3-4 véhicules maximum pendant le contrôle. Je parle bien de la ville de Ouaga et du secteur qui est réservé à la gendarmerie. Les véhicules saisis sont ceux conduits sans ordre de mission ou le laisser-passer, comme le recommande le décret 753 de 2009 portant utilisation des biens de l'État. Comparativement à la sortie de 2012, peu de véhicules ont été saisis et pour les responsables du parc, c'est un bon signe. Mi-parcours, nous avons une quinzaine de véhicules saisis. Par rapport à la dernière opération, en termes de statistiques, il y a eu une baisse. Donc nous pouvons vraiment être satisfaits par rapport au déroulement de la présente opération qui démontre que de plus en plus, quand même, il y a une certaine citoyenneté qui se dégage. Et on constate que les gens quand même respectent la réglementation qui est prescrite et nous ne faisons qu'encourager cela. Cette sortie a concerné les villes de Ouagadougou, de Koudougou et de Bobo-Dioulasso. Ces opérations initiées par le ministère de l'économie et des finances ont permis de réduire considérablement abusive des véhicules de l'État et les responsables du parc s'en félicitent pour avoir réussi le pari avec le soutien des forces de sécurité. Politique et religion, le thème a réuni pendant 2 semaines à Ouagadougou, chercheurs et universitaires de 17 pays, une plateforme d'échange d'expériences et de renforcement de capacités. Dans le rôle de transmission du savoir, les anciens de la communauté de l'Association américaine de sciences politiques, la rencontre qui s'est achevée hier par un dîner a été organisée par l'Institut général Tiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement. Reportage Yolande Lompo. Après 2 semaines d'intenses travaux, ils ont choisi de se retrouver dans ce cadre convivial pour la remise de leurs attestations. Religion et politique était le thème de l'atelier qui a réuni ces chercheurs et ces étudiants de 17 pays d'Afrique, de la France, de la Belgique et des États-Unis. Ensemble, ils ont analysé de manière scientifique les rapports entre religion et politique à travers les différentes approches théoriques afin de permettre aux universitaires de conduire leurs recherches à bon terme, mais également aux chercheurs de renforcer leurs capacités. Le but de l'atelier, c'était de comparer les expériences que tous ont eues dans leurs recherches dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Et alors, on a lu beaucoup d'écritures sur le rôle de la religion dans la politique en Afrique et on a discuté plusieurs thèmes qui étaient importants pour l'avancement de ces recherches. Les travaux qui seront finalisés par la trentaine de participants vont faire l'objet de publications dans les revues scientifiques. Cette problématique-là a un intérêt, je dirais, non seulement d'ordre scientifique, mais aussi, je dirais, d'ordre pratique pour les différents pays africains, dans la mesure où il s'agit de voir comment les religions cohabitent ensemble. Il y a des pays où ça marche bien, c'est le cas du Burkina. Il y a des pays où les relations sont beaucoup plus difficiles. Il y a des enseignements qu'on peut tirer de l'expérience des pays où il y a une cohabitation plus pacifique, plus harmonieuse des différentes religions. Et également des relations plus constructive avec l'État. Ce dîner est la suite logique de l'atelier organisé par l'Institut général Tiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement IGD et l'Association américaine de sciences politiques. Une grande association qui réunit des dizaines de milliers de politistes des États-Unis et d'autres pays du monde.
Des pasteurs de qualité nourris à la source de la parole de Dieu, c'est ce à quoi aspire la Fédération des églises et missions évangéliques et églises baptistes de toutes les nations. Un séminaire de recyclage est organisé à Ouagadougou à cet effet. Environ 3000 Burkinabés et une centaine de Sud-Coréens vont partager leurs expériences autour du thème de la vie et de la croissance de l'église. Oswald Gaïdan Segueda, Adama Koulibaly pour le reportage. La vie et la croissance de l'Église, c'est la principale préoccupation qui réunit ses frères et sœurs en Christ. Le monde est en crise, les pensées évoluent et il faut donc adapter les approches. À Ouagadougou, une centaine de Sud-Coréens et environ 3000 pasteurs burkinabés vont revisiter les fondamentaux de l'enseignement de la foi. Dans tout mouvement, dans tout service, il faut de temps en temps un recyclage. Il faut de temps en temps se rassembler pour quand même échanger, partager, afin de mieux avancer. Et pour cela, les pasteurs Li et Song la Corée et leur père de Burkina seront la locomotive. La qualité des hommes à forger est leur souci premier. L'Église peut croître numériquement, c'est vrai, mais ce que nous cherchons, c'est qu'elle croisse qualitativement. Parce que ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est la foi, la consécration, l'intégrité. Et d'ailleurs, même la Bible est claire quand elle dit que sans la foi, on ne peut pas avoir Dieu. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement leur dire de prêcher la parole pour remplir les églises, mais c'est quand même de former tous les croyants afin qu'ils vivent la véritable vie du Seigneur Jésus. Faire de nouveaux disciples et enseigner l'amour de Dieu, c'est la tâche qui attend ces bergers du Seigneur venus des différentes églises évangéliques de Burkina Faso. La journée mondiale de la population 2013 fustige la grossesse chez les adolescentes. Plus qu'un problème de santé, c'est une question de développement. Hier, 11 juillet, journée de la commémoration, une conférence de presse a été organisée pour mieux comprendre le phénomène et ses conséquences en vue d'une amélioration effective des droits de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Amadou Marcelto, Nicolas Zigani. La grossesse chez les adolescentes, c'est sous ce thème qu'a été célébrée ce jeudi 11 juillet la journée mondiale de la population. À l'occasion, une conférence publique a permis de comprendre l'ampleur du phénomène de grossesse chez les adolescentes au Burkina Faso et ses corollaires qui sont aujourd'hui un véritable phénomène de santé publique. Quand on parle de grossesse non désirée, il y a d'autres phénomènes autour. La grossesse en elle-même peut être moins grave, mais vous pouvez imaginer que cela peut être accompagné de maladies, et notamment du VIH-Sida. C'est pour cela qu'il semble qu'il est nécessaire que nous puissions donner encore plus d'informations aux jeunes afin qu'elles puissent mieux avoir un meilleur comportement qui les dispense de ces problèmes. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, les grossesses chez les adolescentes ne sont pas seulement une question de santé, c'est aussi une question de développement. C'est important d'informer pas seulement les gouvernements, les décideurs, mais aussi les populations. Et pour nous, notre travail consiste à appuyer nos partenaires à ce que cela se fasse bien. Selon les résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat au Burkina Faso, les filles de 15 à 19 ans constituent 19% des femmes en âge de procréer. Parmi elles, 19% ont déjà au moins un enfant et 5% sont déjà enceintes d'un premier enfant. Face à cette situation, la population et surtout les adolescentes sont interpellées à plus de responsabilités dans leur vie sexuelle. Santé toujours avec la lutte contre le paludisme par le remède Milda. Entendez, la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. 9 millions de Milda seront distribués sur l'ensemble du territoire national. L'ambition est de barrer la route aux moustiques vecteurs du palu, surtout en cette période de pluie propice à la maladie. Reportage Patrick Karim Namouanou. Saison des pluies, abondance d'eau, augmentation des affections par lustre dans les formations sanitaires avec 45% de consultations, 52% d'hospitalisation et malheureusement 36% de décès. Le constat est triste. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires organisent donc la riposte. En ligne de mire, réduire le contact homme-moustique, agent du paludisme.
9 620 000 moustiquaires seront distribués cette année sur l'ensemble du territoire national en raison d'une moustiquaire pour 2 personnes. Les moustiquaires seront là, comme le ministre l'a dit, la distribution sera par phase puisque les moustiquaires ne peuvent pas arriver tous en même temps. C'est quand même 9 millions de moustiquaires, ça prend énormément de place. Il n'y a pas un seul fournisseur qui donne tout ça, c'est des fournisseurs différents, mais tout est organisé pour que les moustiquaires, selon qu'elles arrivent, elles sont distribuées. Le recensement des populations a déjà débuté. Même si quelques difficultés ont été enregistrées à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, il faudra tout de même éviter que les moustiquaires se retrouvent sur la place du marché. Nous donnons les moustiquaires aux gens, mais nous ne pourrons pas mettre un policier derrière chaque personne pour qu'elle aille effectivement installer la moustiquaire et n'a pas la revendre. Mais ce qu'il faut que les populations sachent, c'est que chacun a droit à une moustiquaire. Pourquoi avoir droit gracieusement et aller vouloir l'acheter ailleurs? La période de distribution des moustiquaires imprégnés concerne les mois de juillet et d'août 2013. 3 ans, c'est la durée d'efficacité du moustiquaire imprégné qui, faut-il le rappeler, est gracieusement offerte. Le PAPSA en évaluation dans le sud-ouest, ce sont des centaines de bas-fonds et de fosses fumières aménagées. Le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire s'est illustré aussi dans l'apport à la production animale. Le bilan du PAPSA dans le Yoba et la Bouguiriba est jugé satisfaisant par l'équipe en visite sur les lieux ce mercredi. Draman Dadien. À la rencontre des petits producteurs de la Bougouriba et du Yoba, après ceux du Numbiel, bénéficiaires du PAPSA, le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. En tout cas, c'est l'un des projets au Burkina que pour le moment les producteurs félicitent depuis l'année dernière. En tout cas, depuis l'implication du PAPSA au niveau de l'appui aux intrants, ça nous a beaucoup aidé. Avec l'encadrement technique, à mi-parcours au sud-ouest, 591 hectares de bas-fonds ont été aménagés, plus de 125 hectares de sites anti-érosifs et 1265 fosses fumières réalisées. L'appui va de la vulgarisation des technologies agricoles aux activités génératrices de revenus à travers le warrantage, mais aussi l'appui à la production animale. Et c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage. Avec ce que nous avons vu, nous pouvons dire que véritablement le PAPSA peut contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Je voudrais d'abord saluer vraiment l'appui du PAPSA qui accompagne la région pour la réalisation des aménagements. Principale difficulté, selon les bénéficiaires, l'insuffisance des fonds et la lenteur dans le processus d'acquisition du matériel, les plateformes multifonctionnelles surtout. Des échanges, la mission dit avoir pris bonne note. Vous avez vu comment les populations se sont investies dans les activités du PAPSA, mais aussi nous avons vu aussi qu'il y a des faiblesses quelque part, et ça va nous permettre, cette tournée-là va nous permettre donc de tirer les leçons, les conclusions. De l'avis des premiers responsables de ce projet, 300 000 petits producteurs du Burkina vont bénéficier de l'appui du PAPSA financé à hauteur de 26 163 millions de francs CFA. C'est le rendez-vous des vacances sur la RTB. Faso Academy reprend du service. L'émission va à la chasse aux futures stars de la musique au Burkina. Plus de 1000 candidats se sont inscrits à travers le pays. Le casting a commencé aujourd'hui dans la ville de Ouagadougou avec plus de 400 postulants. L'exercice vise à déterminer si la voix de ces chanteurs en herbe peut leur permettre de trouver leur voix dans la musique. Allons à leur découverte avec Ramatou Zida et Évariste Kombari. Une mélodie qui annonce les couleurs de Faso Academy édition 2013. Cette année, près de 400 candidats âgés d'au moins 18 ans se sont inscrits à Ouagadougou. Et au sortir de ce casting, ce sont 12 d'entre eux qui défendront les couleurs de la capitale burkinabé. Déjà, certains de ces candidats sont assez confiants en ce qui concerne la suite de la compétition. J'aime la musique, donc j'ai essayé de tester mes talents. Bon, selon moi, j'ai une chance de passer, mais ça dépend du jury. Quant à moi, je suis meilleur. Je crois en ce que j'ai fait et je pense que j'irai encore plus loin. Du côté des organisateurs, c'est avec un œil vigilant que le savoir-faire des candidats est apprécié. Rien n'est à négliger, car pour cette édition, l'ambition est de monter d'un cran le niveau de la compétition.
Pour le moment, en tout cas au niveau des candidats de Ouaga, je crois que le niveau est assez acceptable. C'est vrai qu'il y en a qui viennent pour s'amuser et tout, bon, mais avec déjà ce que j'ai entendu, je crois qu'on aura quelque chose de formidable cette année. Cette année, on aura des morceaux un peu plus compliqués, on aura des genres aussi un peu plus compliqués, parce qu'on veut tendre, comme on le dit, vers l'excellence. Donc ce sera un peu plus dur. À l'instar de Ouagadougou, les castings des autres villes sont prévus pour se dérouler du 14 au 23 juillet prochain. La phase éliminatoire commence le 25 juillet à Ouagadougou. Voilà, bonne chance au candidat. Moustapha Sissoko est lui déjà une star du Ngoni, un instrument bien connu chez nous. La maîtrise du djeli Ngoni est une affaire de famille chez les Sissoko. Évariste Kombari est allé également à la rencontre de cet instrumentaliste populaire dans la ville de Sia. Reportage. Le djeli Ngoni n'a pas de secret pour Moustapha Sissoko. Il faut dire que chez les Sissoko, l'art de jouer au Ngoni se transmet de père en fils. Le djeli Ngoni qu'il joue actuellement, il a hérité de feu son père. En classe de 4e, Moustapha, pour des raisons de famille, est contraint de quitter le lycée. Il n'en remettra plus jamais les pieds. Hors du lycée, il se consacre tout naturellement à découvrir le mystère et le secret du Ngoni et à en faire sa profession. Et c'est ainsi que je suis rentré réellement à chercher le profond, la connaissance profonde de l'instrument. Le musicien a accompagné plusieurs groupes musicaux du Burkina Faso, mais aussi des grands noms de la musique traditionnelle comme Adama Dramé. Le djeli Ngoni est un instrument de musique traditionnelle qui est présent chez plusieurs peuples du Burkina Faso sous différents noms. Chez les Mossé par exemple, on l'appelle le Koundé. À l'origine, le djeli Ngoni a 4 cordes, mais de nos jours, il en existe de 7 cordes, voire plus. Je pense que le Koundé est parti à base de la langue parlée, les ethnies surtout. Et tu vas retrouver chez les Peuls, ils le parlent, l'instrument parle en Peul. Tu vas le trouver chez les Mossi, l'instrument parle le Moré. Et je pense que c'est ce qui a amené le fait de multiplier les cordes. Aujourd'hui, nous essayons de jouer tout ce qu'on entend avec cet instrument. C'est-à-dire, on sort dans le cadre de la tradition, on va même chercher les musiques modernes, essayer de les jouer, de s'adapter, à les apprendre à les jouer. Et aujourd'hui, nous, on essaie de s'accorder avec un accordeur que les vieux ne faisaient pas avant. Et ils s'accordaient avec l'oreille. C'est l'évolution qui a amené le fait de multiplier les cordes. Instrument traditionnel, le djeli Ngoni intègre facilement un orchestre moderne. Et pour Moustapha, c'est l'instrument le plus sensible après le violon traditionnel. Parce que, dit-il, la mélodie du djeli Ngoni se reconnaît parmi 1000 instruments. En sport, sachez que le Burkinabé Sévérin Ouedraogo est le grand vainqueur de la 5e édition du semi-marathon altitude Naouri. Il a parcouru les 21 km et gravi le pic Naouri haut de 447 mètres en 1h26 minutes. 300 sportifs étaient au départ de cette compétition qui se déroule à Pau dans le Naouri. Lassina Sabadogo du service sport reviendra demain sur cet événement. Au Cap Vert, le roi de la Morna a tiré sa révérence. Au Nigeria, 3 Libanais soupçonnés de terrorisme se sont vus refuser une libération sous caution sur le campus de l'université de Bujumbura au Burundi. C'est la course-poursuite entre étudiants et forces de l'ordre. C'est le résumé de l'actualité du continent en images et en bref que je vous propose ce soir. Mais pour commencer, direction l'Égypte où règne un calme apparent après les manifestations de ces derniers jours.
Soutien de poids pour Edward Snowden, le sous-traitant de la NSA, bloqué depuis 3 semaines à l'aéroport de Moscou. Le président de la Douma, l'Assemblée nationale russe, serait favorable à un asile temporaire accordé à l'agent américain. Une prise de position qui n'est pas du goût de Washington, pour qui il s'agit d'une violation du principe de neutralité par la Russie. En attendant, Snowden n'a pas fini d'arpenter les couloirs de l'aéroport moscovite.